ak Sénégal. Voilà, nous parlons économie dorénavant maintenant. Il est 7h41 GMT. Vous suivez Tok Tok Sénégal sur ITV. Alors, j'ai le plaisir, comme tous les jeudis, dalal sama suñu grand économiste, spécialiste en économie, directeur de la communication de E-Media Invest. Il s'agit de Mamadou Ndiaye. Comment allez-vous? yaa ngi si jàmm. Mais grand bi jaune bi rafet na. Jaune bi baax na de. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, Cheikh Hassan. Ban jaune la mooy bi Hassan Sall. Non, non Hassan na. Grand dette. Sinon, je vais me poser des questions parce que lunettes. Non, il est habillé en gris là. Ah, donc man Hassan moo sol bi jaune. Non, machallah. D'accord. Ça va bien? Oui, ça va. Je vous laisse bon, dire bonjour aux téléspectateurs. Oui, absolument. Je dis bonjour donc à tous ceux qui sont vraiment assidus à notre émission et surtout à notre rubrique Économia dans Tok Tok. Beaucoup de réactions, beaucoup de relations avec moi, des suggestions très pertinentes parfois, mais toujours critiques et j'aime bien ça. Donc à tout ce monde-là, je dis bonne année 2024 et excellente année aussi pour cette période que nous allons vivre intensément. Ma première question, pourquoi un État met en place une banque agricole? Pour financer l'agriculture. Aussi simple que ça. Ok. Parce que les agriculteurs ne sont plus à une époque médiévale où on avait peut-être ça. Bon, en fait, il y a les banques conventionnelles, mais pourquoi créer une banque agricole? C'est pour financer? Oui, parce qu'en fait, si on ne spécialise pas les banques, elles risquent de se retrouver dans des créneaux qui sont, disons, dans le langage populaire, donc des créneaux juteux. Mais en les spécialisant, chaque banque peut-être investit un créneau en mettant donc toutes ses compétences dédiées justement à ce créneau-là, à ce secteur. Et je crois donc que c'est salutaire qu'au Sénégal ou dans certains pays, bien évidemment, qu'il y ait donc des filières agricoles qui sont financées par des structures exclusivement dédiées justement à ça. Et c'est le cas des banques agricoles. Et celle qui est au Sénégal a fait long feu pendant longtemps, était donc seule sur le marché. Elle a eu des hauts et des bas. Mais à mon sens, le nouveau top management de la banque a compris toute l'importance de l'agriculture donc pour injecter davantage de capitaux et aider donc les paysans, les agriculteurs, donc les pasteurs aussi, à sortir un peu peut-être de cet état d'arriération pour véritablement maintenant s'inscrire dans une agriculture de type entrepreneurial. D'accord. Parce que là, on voit que y avait la banque agricole, maintenant il y a la BNDE, l'État a injecté 22 milliards dans le secteur agricole. Oui. Quelles sont les conditions d'éligibilité de ces gens, de ces personnes qui s'investissent dans le secteur primaire? Mais d'abord, il faut saluer qu'il y ait une nouvelle banque. Absolument. Même si elle n'est pas exclusivement dédiée à ça, mais qu'une nouvelle banque ait perçu l'importance et l'opportunité donc de mettre une ligne de crédit destinée au monde agricole. C'est donc la BNDE. Et je crois que le montant du financement, tu es bien informé, 22 milliards donc, qui vont être injectés. Pour l'instant, ce n'est pas décaissé, mais au moins la ligne de financement est déjà existante. Maintenant, ce qui reste, c'est un peu les modalités, mais en même temps aussi de voir s'il n'y aura pas de chevauchement avec la banque agricole, de façon à ce que peut-être les deux banques, dont l'une est beaucoup plus spécialisée, elle a beaucoup plus de vécu, elle a beaucoup plus d'antériorité, elle peut donc aider la BNDE à mieux identifier les filières de financement, mais peut-être même les équipes des deux banques, en se concertant ou en fusionnant peut-être aussi leur perception et leur approche technique, pourraient peut-être davantage impulser une dynamique donc d'activité au sein donc du monde agricole. Parce que aussi il y a des sous-filières, parce qu'il y a des créneaux qui sont moins soutenus, peut-être moins nantis. Et ensuite, c'est peut-être toutes les deux banques ont perçu la pertinence maintenant d'injecter davantage de fonds parce que nous sortons de la Covid. Et donc cette pandémie nous a beaucoup ruiné, il faut le dire comme ça, nous a beaucoup ruiné. Et en même temps aussi, peut-être la panique s'est installée. Parce que se réveiller et ne pas avoir de riz, c'est un problème. Se réveiller et dire que le Vietnam a fermé ses frontières, l'Inde a fermé ses frontières, le Cambodge a fermé ses frontières, parce que ces pays-là, c'est des producteurs de riz. Eux-mêmes avaient des surplus de production pour destiner au monde entier, mais ils ont dit on freine des cas de fer. Donc, aucune graine ne sortirait justement de ces pays-là. Donc, voilà une politique vigoureuse, mais une politique d'autorité qui a été peut-être impulsée par ces différents pays pour au moins que
par rapport à ce qui va arriver, dont on ne connaît pas les contours ni peut-être l'ampleur, ils ont dit gardons nos stocks. Et nous avons des populations très, très conséquentes par rapport à la denrée. Donc on dit on ferme les frontières. Mais nous maintenant, qui dépendions de ces pays-là, qu'allons-nous faire si peut-être tout de suite nous ne réagissons pas pour peut-être au moins nous déterminer par rapport à maintenant à des logiques de production. On dit désormais consommons ce que nous produisons. Voilà, cet esprit déjà, quand on l'insuffle, la réaction après c'est de produire ce que nous consommons. Je crois que les deux, en les articulant, ça permettrait donc aux banques maintenant de dire tiens, une révolution agraire peut être amorcée au Sénégal à partir donc de ce coup de fouet patriotique, à partir de ce coup de fouet maintenant qui permet aux acteurs, à tous les acteurs, de se dire mais après tout, si nous ne croyons pas en nos forces, c'est pas aux autres de croire en nos propres forces. Mais est-ce que nous ne tendons pas vers une privatisation des terres? Parce que ça devient... Parce qu'une banque, c'est une banque privée. Est-ce que nous n'allons pas de plus en plus à de l'agrobusiness et en faire un business où l'État, ne serait plus en mesure de contrôler effectivement ce secteur agricole qui peut quand même faire développer une nation, un pays? Mais en suivant la dernière session budgétaire, le ministre de l'Agriculture qui est monté au créneau a montré qu'en vérité, tout le monde a sa place dans le monde agricole. Autant le secteur privé que le secteur parapublic et même peut-être le secteur familial. Parce qu'après tout, on a dit quand même qu'il faut laisser aux familles des lopins de terre pour permettre de faire des cultures vivrières. Ça donc c'est pour rompre la chaîne de dépendance vis-à-vis d'un extérieur qui est aléatoire. La deuxième chose maintenant, c'est de dire le secteur privé, essayons de le promouvoir, mais à partir de leurs propres capitaux. Maintenant, qui sont très faibles, hein? Ce qui est faible. Oui, je pense que le constat est fait peut-être par les acteurs, le secteur public lui-même, par l'État, mais en même temps aussi par les banques, qui ne finançaient pas jusqu'à présent le secteur agricole parce qu'ils disaient d'abord que ce n'était pas certain, c'est lié à la pluie, or la pluie est aléatoire, la pluie est incertaine elle-même. Donc elles injectaient un peu pour se faire bonne conscience, mais elles n'étaient pas dans une impulsion forte pour peut-être appuyer le secteur agricole. Mais maintenant, ça devient plus pertinent, parce que ça devient plus cohérent. Mais parce qu'aussi, il y a une dynamique au sein de l'État de se dire que si nous ne finançons pas notre agriculture, nous risquons de nous retrouver face à des enjeux énormes et par rapport auxquels nous n'avons pas les moyens de faire face. Donc, l'État a dit maintenant, ça a montré sa résolution à ce que l'agriculture soit soutenue comme un secteur prioritaire dans ce pays-là. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal que quand le secteur agricole marche, eh bien, tous les autres secteurs dépendants, ou en tout cas adjuvants, eux-mêmes marchent. Absolument. Voyez-vous, parce que, l'industrie va s'alimenter, va s'approvisionner assez facilement, mais la transformation également venant des produits du cru permettrait peut-être à l'industrie elle-même de se fortifier parce qu'elle a sa matière à apporter. Et puis en même temps aussi, le secteur commercial, donc le tertiaire et tous les secteurs concernés vont également connaître une nouvelle dynamique parce qu'on produit, on transforme, on commercialise. Et je crois que ces trois dimensions-là, quand elles sont associées, ça apaise les gens, mais en même temps aussi ça accroît les revenus des paysans, ça dynamise les échanges et en même temps aussi peut-être ça nous met à l'abri des retournements de conjoncture à l'extérieur. Si bien donc peut-être ça sécurise même notre production intérieure parce que avant d'alimenter l'extérieur par nos productions internes, d'abord nous allons nous soucier de procéder à des distributions qui touchent l'ensemble des régions. Et puis en cas de surplus maintenant, on est dans une stratégie également de pouvoir stocker un certain nombre de produits parce que les coups durs, ça ne manque pas dans des environnements comme celui-là. Monsieur Ndiaye, pareil pour une question avant que Hassana ne pose la sienne. La majorité des gens qui constituent le secteur agricole ce sont des héritages familiaux, ce sont des petits agriculteurs. C'est pas dévalorisant, hein, mais quel est le modèle économique qui peut leur être proposé tout en sachant qu'ils n'ont que leur terre comme garantie pour avoir des financements publics ou bien à travers les banques agricoles? Qui se porte caution, qui se porte garant? À mon sens, il faut mener une vraie politique pédagogique d'explication. Parce que les lopins de terre hérités de nos parents et de nos grands-parents ne servent pas à grand-chose si ce n'est peut-être les cultures vivrières. Donc c'est manquer d'ambition que de se limiter simplement aux superficies qu'on a héritées justement de nos parents. Mais maintenant, quand il y a
dans des pays comme l'Argentine, dans des pays comme le Pérou, dans des pays peut-être bon comme le Nigeria bientôt, l'Éthiopie également, qui s'intéresse également à ces zones arides pour les transformer en terres viables. Donc dans ces différents pays-là, il y a des expériences maintenant qui sont menées de façon à ce qu'en combinant le capital privé et le disponible foncier, il y a possibilité peut-être de donner une impulsion nouvelle à l'économie agricole. Ça, c'est un aspect. Mais deuxièmement aussi, ça peut réveiller les esprits de façon à ce qu'eux-mêmes, les populations comprennent qu'en vérité, quand elles sont dans ces dynamiques de cultiver de façon très conséquente, donc on élargit la base, mais en même temps aussi les superficies cultivables deviennent plus grandes. Mais ça nécessite justement l'injection de capitaux. Or, les paysans, que je sache, n'ont pas ces moyens-là. Mais maintenant, il faut trouver les moyens là où ils sont. Peut-être il y a des partenaires étrangers qui eux-mêmes, peut-être bon, étant en déficit de foncier chez eux, peuvent se rabattre sur le Sénégal, mais à condition que le Sénégal aussi pose des modalités qui permettent à ces financiers, quand ils arrivent, de ne pas simplement être dans des territoires conquis ou dans des périmètres conquis, mais d'être en osmose avec les populations trouvées sur place. Pour que peut-être ces populations-là puissent bénéficier de l'amélioration des technologies, mais deuxièmement, peut-être que même les techniques culturelles, qu'elles apprennent ça auprès des étrangers qui viennent s'installer. Et puis en même temps aussi que la nature foncière soit précisée dès le départ. C'est-à-dire que si ça relève du domaine national, qu'on dise que ça relève du domaine national, mais il y a un bail qu'on a mis à la disposition donc des étrangers. Et si bien que les populations n'auront pas le sentiment qu'en vérité elles sont spoliées, ou alors que, comme elles disent prosaïquement, nangu nañu suñu suuf. Voilà, que les promoteurs immobiliers d'ailleurs accaparent parce que c'est plus rentable. Voilà, donc tout ça, évidemment, il y a aussi des gens qui peut-être bon voilà arrivent dans une zone, suivez mon regard, arrivent dans une zone, s'accaparent des terres en disant que peut-être bon c'est des projets agricoles, mais au bout de 5 ans, quand peut-être bon la naïveté s'est installée ou bien peut-être on s'est détourné de tout cela, ils détournent eux-mêmes bon ce projet-là et ils le finalisent sur des projets immobiliers ou sur des projets hôteliers. Absolument. Donc tout ça peut-être bon c'est une vigilance accrue à la fois des populations, donc de tous les acteurs. Mais le capital agricole doit maintenant se constituer. Il y a des fortunes sénégalaises qui sont là, qui ne s'intéressent peut-être bon qu'à l'immobilier. Or l'immobilier justement c'est l'immobilisme. Ça ne fait pas. Mais c'est un investissement sûr et rentable. Et même là, ce n'est plus sûr parce que vous voyez, avec le développement donc de la zone de Diamniadio, il y a des gens qui peut-être avaient investi sur Dakar et qui n'avaient pas vu venir donc Diamniadio. Ces gens, peut-être bon, ils vont être concurrencés maintenant par le boom immobilier donc de Diamniadio. Mais mieux, Diamniadio également va être bientôt détrôné parce que peut-être bon, il y a des Sénégalais qui comprennent qu'en vérité la proximité entre Diamniadio et Dakar fait que certains investissements ne sont plus viables. Or, il faut sortir du cadre de Dakar. Donc, l'État devrait être dans la prévenance pour pouvoir peut-être bon, voir maintenant d'autres horizons, notamment Mbour, notamment Thiès et peut-être accessoirement Diourbel et Louga. Donc, c'est des zones qui, quand on les remobilise, quand on remembre donc les sols, ça permettrait peut-être bon, aux natifs de ces différentes régions d'abord de retourner parce qu'il y a une pertinence maintenant économique et même une viabilité. Et ensuite, ça permet à d'autres Sénégalais, parce qu'aucun Sénégalais n'est interdit de bouger ou d'aller investir là où il le sent. Par conséquent, il y a d'autres Sénégalais également qui verraient à travers ces différentes régions-là, étant maintenant des pôles économiques, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut investir, comment inscrire ses enfants dans une école ou bien dans une dara, dans un lycée technique agricole, des choses comme ça. Mais donc, ça nécessite vraiment une impulsion. Et je crois que cette dynamique-là, elle est en train d'être créée. Si elle n'est pas créée par l'État, alors que c'est son rôle, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui vont dynamiser quelque chose. Et de ce point de vue-là, si on ne fait pas attention, il y a des choses qui vont échapper peut-être bon, à la vigilance de la puissance publique. Et ça a commencé d'ailleurs. Tenez, les Louma par exemple, ça n'a pas été organisé par l'État. Les Louma, ça n'a jamais été organisé par l'État. Mais l'État a un peu somnolé et s'est réveillé un jour et a vu que partout il y a des Louma. Or, les Louma, c'est un creuset d'échange. Les banquiers devraient peut-être davantage s'intéresser peut-être bon, à la structure des Louma pour voir combien sont dynamiques les transactions qui s'y déroulent. Et ensuite, ces gens, en créant des Louma, l'information circule, les productions circulent, les prix également se régulent. Et en même temps aussi, peut-être bon, quand il y a un déficit dans une zone donnée, eh bien, le prochain Louma régule le déficit qui avait été constaté. Si bien donc, ces gens-là, ils sont en train de créer peut-être bon, leur propre créneau d'activité à la périphérie peut-être bon, des politiques tracées par l'État. Or, c'est le rôle de l'État d'identifier les acteurs économiques, même s'ils sont en marge justement de son secteur public,
pour que quand même il y ait une interpénétration des différents secteurs, de façon à ce que quand même les loumans n'échappent pas à la vigilance de la puissance publique et n'échappent pas peut-être au pays, parce que quand même nous sommes aussi frontaliers dans un certain nombre de pays. Absolument. qui lorgnent le louma de Wakanguna, mais ou bien qui lorgnent le louma de Diaobé. Donc ces deux grands marchés, quand ils sont quand c'est le tour respectif de l'un ou l'autre, mais il faut voir peut-être les dynamiques même régionales. Même les Nigériens viennent, à fortiori les Guinéens, les Burkinabés et les Maliens. Oui, par rapport à ce boost ou bien à ce coup de pouce que l'État fait pour le secteur agricole, moi la question que je pose c'est que est-ce que on peut dire que c'est une première que la chose soit faite de manière proactive? Parce que dans le temps, on avait le plan REVA, on a eu le plan Goana, on a eu une révolution industrielle que l'on voulait, ou bien une révolution agricole avec l'autosuffisance et tous ces slogans qui ont été là. Là, fin 2023, on a un boost de près de 87 millions d'euros qui va être déposé dans nos caisses par la Banque africaine de développement pour booster l'économie agricole. Avec les 22 milliards qui arrivent en fin de mandat pour le chef de l'État, est-ce que là on peut se dire que là on veut aller au-devant de la chose et pas s'attendre à ce que ce soit pour juste une production arachidière, juste pour une campagne, mais qu'on travaille à industrialiser et à moderniser et à donner de la force à ce secteur-là qui quelquefois est laissé en rade? Oui, à mon sens. En fait, je crois que la dynamique est enclenchée. Maintenant, est-ce qu'elle est timide pour l'instant? À mon sens, oui, elle est un peu timide. Pourquoi? Simplement parce que c'est la première fois qu'une banque de cette envergure de la BNDE décide peut-être d'injecter autant de capitaux dans le monde agricole. Ça, c'est un aspect. Je disais tantôt que c'est un financement qui est déjà acquis. Mais le décaissement n'est pas encore opérationnel parce que les politiques ne sont pas encore bien cernées et les équipes travaillent maintenant à l'opérationnalisation justement de ce décaissement qui va bientôt arriver. Ça, c'est un aspect. C'est vrai que l'État, en coordonnant peut-être toutes ces politiques et en voyant toutes les institutions qui s'activent pour peut-être permettre à ces secteurs-là de se revitaliser, devrait donner peut-être une ligne Maginot qui permettrait aux banques de savoir dans quel créneau financer et en même temps aussi aux acteurs qui devraient recevoir ces financements-là, comment eux aussi ils vont pouvoir s'organiser pour rembourser. Parce que le remboursement aussi, c'est la base de la confiance à établir entre la banque et les clients. Ça, c'est un aspect. Et là, on parle de garantie. Et maintenant, quand il y a une banque supranationale, comme la Banque africaine de développement qui arrive, or cette banque-là, ne serait-ce que par ses initiales, Banque africaine, mais de développement. Elle a beaucoup pensé peut-être que l'agriculture pourrait sortir l'Afrique, disons, de la misère et du marasme. Absolument. Mais en même temps aussi, la Banque africaine de développement s'est beaucoup appuyée justement sur les travaux du plan de Lagos, qui avait été initié à l'époque par feu Edem Kodjo. Et je crois que la Banque africaine de développement a fait de l'agriculture l'ossature, n'est-ce pas, du décollage économique de l'Afrique. Si bien donc, il y a des pays qui, parce qu'ils ont impulsé cette dynamique agricole, ont reçu un soutien très conséquent de la Banque africaine de développement. Maintenant, d'autres pays sont plus ou moins réticents, n'ont pas de fortes convictions liées à l'agriculture. Peut-être parce qu'il y a les aléas climatiques, peut-être parce qu'il y a une aridité des sols. Mais on a vu qu'il y a un pays, je l'ai cité tantôt, l'Éthiopie. Ils ont des terres arides, c'est-à-dire que là où il ne pleut presque pratiquement pas. Désert, carrément. Voilà. Et si vous voyez peut-être qu'à un moment donné, ils se sont décidés à dire, mais nous allons peut-être faire nous allons tirer de l'eau, créer un barrage sur le Nil pour avoir peut-être accès donc à cette eau qui est comme une eau aussi éthiopienne quelque part. Parce que le Nil traverse plusieurs pays, depuis l'Égypte jusqu'au Soudan. Donc ils ont dit, nous allons créer un barrage qui nous permet d'avoir de l'eau en suffisance, mais en même temps aussi de l'électricité. Donc ces deux aspects-là, quand on les lit, ils disent, mais tiens, maintenant, les zones arides, dans l'Ogaden par exemple, les zones arides peuvent maintenant devenir des zones agricoles. Parce que la terre, semble-t-il, d'après les géologues, d'après les agronomes, cette terre, elle est riche. Mais elle a été approuvue simplement par l'assèchement, par le soleil très incandescent, par peut-être aussi l'absence de gestion et d'amendement de ces sols-là. Mais maintenant, ils peuvent réorganiser les choses pour que peut-être toutes ces terres arides-là redeviennent vertes, disons, créer de la dynamique agricole et puis permettre à l'Éthiopie donc
de résorber aussi ces poches de déficit. Donc, à mon sens, il y a une dynamique africaine autour donc des politiques agricoles. Le Sénégal ne devrait pas être en reste pour 2 raisons. La première, c'est que le président Macky Sall, qui va bientôt sortir donc du pouvoir, était le président en exercice de l'Union africaine. Et à ce niveau, lui-même a coordonné des politiques agricoles, notamment dans le bassin des Grands Lacs, pour voir aujourd'hui quels sont les pays qui, si on les soutient davantage, ils pourraient tous nourrir l'Afrique. Donc, si le Sénégal fait partie effectivement de ce peloton-là, c'est tout banco. Et je crois que quelque part, ils ne le disent pas, mais c'est différentes banques maintenant qui se disent, mais tiens, nous sommes maintenant résolus à soutenir l'agriculture. Peut-être qu'ils ont perçu par anticipation ce qui va arriver peut-être dans les 5 ans à venir. Projections. Et des projections justement dans le futur. En fait, un banquier, par nature, il est craintif, mais aussi il est prospectif. Il regarde les opportunités de demain, et c'est à partir donc des études faites aujourd'hui que la banque se détermine en voyant peut-être aussi les simulations donc de développement de demain. Est-ce qu'on doit sortir de notre... On a encore 2 sujets, la dernière question. Est-ce qu'on doit sortir de cet entêtement de vouloir coûte que coûte dire que si l'on doit se développer, l'agriculture sénégalaise doit se développer et doit même faire rentrer des fonds, c'est seulement via l'arachide. Parce que le Sénégal, c'est soit l'arachide, et soit, ou bien en dernière position, on parlera maintenant après d'oignons ou bien de riz. Ou bien parler comme les Ivoiriens, c'est ou l'arachide ou l'arachide. Oui, oui, c'est vrai, il y a une dictature de l'arachide à un moment donné, mais je crois que quand même... avec surtout cette faillite non dite de la Sonacos. Et maintenant au niveau mondial, avec peut-être toutes ces politiques de bio, avec toutes ces politiques maintenant d'agriculture raisonnée, on commence à se dire mais tiens, les huiles également sont nocives pour les santé des populations. Donc il y a de plus en plus des populations qui sont travaillées par les stratégies donc, de changement de comportement par rapport à l'huile. C'est vrai que pour l'instant, notre huile n'a pas été indexée, du moins l'arachide n'a pas été indexé, mais dans les années 90, l'arachide a été indexé à Bruxelles. On a dit, mais tiens, dans votre arachide et exclusivement au Sénégal, il y a l'aflatoxine. Donc c'est peut-être un élément qui non seulement... il est toxique, mais en même temps aussi, il est cancérigène. Ils ont travaillé comme ça, peut-être toute l'opinion européenne, si bien qu'à un moment donné, notre pays était obligé de se réorganiser en mettant en place des pools d'équipes qui ont travaillé aussi un argumentaire pour riposter effectivement à cette attaque donc, européenne. Et je crois qu'ils ont tellement bien travaillé qu'à un moment donné, l'arachide a été encore réintroduit en Europe, accepté, et ensuite on a démontré effectivement que l'aflatoxine concernait simplement un petit échantillon, un prélèvement, mais que ce n'était pas une dimension nationale. Donc, mais c'était une alerte pour qu'au moins on diversifie nos productions, mais surtout qu'on s'intéresse à produire ce qui se consomme chez nous. C'est d'abord ça. La sécurité alimentaire et la sûreté alimentaire, c'est d'abord ça. Sinon, peut-être, demain, vous avez, il y a énormément de troubles. La Tunisie, c'est simplement peut-être, le relèvement du prix du pain qui a donné peut-être, naissance à des troubles du temps de Bourguiba, père fondateur de la nation. D'accord, nous allons passer maintenant au deuxième sujet. On économise toute une vie pour avoir une maison. Les 100 000 logements, ça fait 10 ans qu'on n'arrive pas à en construire. C'est un échec de l'État. Qu'est-ce qui ne marche pas? Les gens sont un peu réticents sur ces pseudo-professionnels qui tournent autour de l'immobilier, de la promotion de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et pourtant, Al, le secteur immobilier avait très bien démarré au Sénégal. Très bien démarré. Figurez-vous, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la SICAP. Il y a toujours la BHS, il y a toujours l'ONHLM. C'était des secteurs qui avaient été dédiés donc à la construction de l'habitat populaire et peut-être moins standing. Mais en même temps aussi, c'était des politiques de l'habitat qui avaient été définies justement par les pouvoirs à l'époque. Si bien donc, il y avait donc une claire perception de ce qu'il fallait faire pour résorber un peu le déficit qui se faisait pressant. Et les conditions étaient très souples. Et les conditions étaient très souples. Regardez peut-être, si vous prenez l'avenue Bourguiba, toutes ces maisons-là appartenaient à des fonctionnaires et des moins fonctionnaires. 500 mètres carrés. Et voilà, merci de la précision. Mais donc, ces gens sont devenus propriétaires de leur propre maison au bout de 10 ou 15 ans. Absolument. Et quand eux-mêmes vous racontent ce qu'ils gagnaient d'abord à l'époque, et ensuite, après, ils sont devenus propriétaires de ces 500 mètres carrés individuellement. Vous vous dites donc qu'il y avait une politique de l'habitat. C'est-à-dire que c'est de permettre aux gagne petits,
également de nourrir l'ambition de détenir demain une maison. Mais ce n'est plus possible maintenant. Ou en tout cas, ça, c'est plus difficile. Hyper difficile. C'est hyper difficile. C'est pas hyper difficile, mais il s'y ajoute maintenant. Impossible. Hein? C'est pas hyper difficile, c'est impossible. Non, mais c'est... Mais, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une réticence de plus en plus des Sénégalais à dire nous n'y croyons plus. Mais il faut y croire. Il faut y croire, mais il faut s'organiser aussi pour être peut-être bon dans une posture d'acquisition d'un bien. Un bien surtout durable. Une maison, c'est un bien durable. Un terrain, c'est un bien durable. Un champ, c'est un bien durable. Un verger, c'est un bien durable. Donc, à mon avis, ces biens durables-là, si les gens en acquièrent, ça peut toujours peut-être bon faire face à des conjonctures. Ça peut toujours peut-être soulager les populations quand voilà, elles sont en difficulté. Ça aide toujours à financer les études des enfants. Ça aide toujours peut-être bon, voilà, à prendre en charge aussi les parents devenus plus âgés. Parce que c'est eux qui ont acquis ça. Mais ça permet également peut-être bon, voilà, de faire face à des difficultés intempestives qui arrivent alors qu'elles ne m'ont pas tapé à la porte. Mais maintenant, les 100 000 logements dont tu as parlé, oui, on a fait un Non, mais je veux revenir sur deux aspects. Okay. Ça, c'est le citoyen qui parle. Imaginez Alioune Ndiaye qui achète un terrain à 9 millions. C'est un prêt bancaire. Après, on me dit, il faut construire la maison, il faut ajuster mon prêt sur 15 ans, 20 ans, alors que je suis à 40 ans, j'ai peut-être 15 à 18 ans, 20 ans. Mais, vous savez, c'est un casse-tête pour nous, les Sénégalais. Parce que la promotion de l'habitat relevait exclusivement de l'État. Maintenant, vous allez à la BHS ou bien vous allez dans les... voilà, on vous dit, écoute, on vous met en rapport avec des promoteurs immobiliers qui vous vendent les terrains très chers, qui vous vendent les maisons très chères. À la limite, on a l'impression que rien n'est régulé, rien n'est contrôlé. Mais qu'est-ce que vous dites à ces gens qui veulent quand même avoir une maison? Mais c'est une légitimité. C'est tout à fait légitime d'avoir justement un toit. C'est tout à fait légitime. Or, ça ne devrait même pas peut-être bon faire l'objet d'un doute chez les dirigeants de ce pays, qui devraient peut-être bon être dans des projections pour voir chaque année qu'est-ce qu'il faut mettre sur le marché pour résorber donc le gap. Il y a de plus en plus de demandeurs de toits et il y a de moins en moins d'offres. Et c'est ça qui n'est pas normal. Il y a une spéculation foncière hors norme. Et ensuite, on regarde une autre dynamique qui se crée à côté pour se greffer donc sur cette forte activité immobilière, c'est la diaspora. La diaspora a d'abord des revenus. Ensuite, elle peut thésauriser parce qu'elle est dans des environnements où peut-être voilà, elle n'est pas aussi dépensière qu'elle le serait si elle est au Sénégal. Il n'y a pas de pression sociale. Voilà, donc il n'y a pas de pression sociale. Hein. L'ordonnance ici, l'électricité là, la facture par là, ou peut-être aussi le tonton qui... Voilà, bref, je n'entre pas dans les considérations. Nous tous. Mais donc, cette diaspora-là, parce qu'elle est moins pressée socialement parlant, elle arrive quand même à thésauriser ou bien à épargner. Surtout en prévenance des jours à venir. Mais... Par exemple, récemment, le ministre de l'économie et des finances a dit que la diaspora envoie depuis quelques années presque 1000 milliards. Mais ces 1000 milliards, si peut-être on était dans des rapports de confiance bien établis avec la diaspora, ces 1000 milliards annuels auraient pu peut-être permettre de financer des projets pertinents qui pourraient être injectés donc dans ces projets pertinents pour permettre à l'économie sénégalaise de se rebooster, donc de se réveiller. Et ensuite, ça deviendrait un capital non dormant de cette diaspora, parce que après, il pourrait y avoir maintenant des politiques de ruissellement permettant peut-être à ces capitaux qui se sont injectés ici de financer des politiques d'habitat. Chacun dirait, moi, ma préférence, c'est mon village natal, ma préférence, c'est là où habite mon marabout, ma préférence, c'est là où j'ai passé mon enfance, ma préférence, c'est là où ma grand-mère vit. Vous voyez, donc il y a autant de considérations qui permettraient d'avoir une bonne géographie de l'habitat au Sénégal. Et en même temps aussi une stratégie pour l'État de se dire la diaspora, chaque année nous pouvons mettre à leur disposition peut-être maintenant 50 000 logements. Parce que c'est eux-mêmes qui ont financé cela. Mais nous allons le déduire des 1000 milliards qu'ils ont injectés, permettant donc de financer des projets. Et ces projets eux-mêmes, quand ils sont actifs, ils créent de l'emploi, donc ils créent des revenus. Et par conséquent, il y a moins de charges supportées par l'État. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Absolument. Et à partir de ce moment maintenant, l'État peut dire, bon, moi également, je fais une péréquation avec l'apport des émigrés. Je me permets de mettre à leur disposition un disponible foncier. Et ce disponible foncier également, il a un prix coûtant. La diaspora est d'accord pour peut-être financer l'acquisition donc du terrain d'abord en un premier temps. Et ensuite, sur la base d'une déductibilité fiscale, on peut permettre donc à ces gens de la diaspora
de disposer aussi d'une maison construite sur une année ou deux, et ensuite maintenant on trouve des moyens peut-être de payer par traite donc l'acquisition de cette maison-là. Mais on laisse la diaspora face à des promoteurs qui n'ont pas peut-être des certificats de moralité établis. Si bien donc au niveau de la Banque de l'Habitat, si vous consultez les médias, souvent vous entendez peut-être aussi qu'il y a des promoteurs qui ont disparu avec de l'argent, il y a des promoteurs peut-être qui ont vendu du vent à des gens. Il y a une rupture de confiance. Et puis voilà, cette rupture de confiance maintenant fait que les gens de la diaspora sont inquiets. Pourquoi notre pays peut-être n'inspire plus confiance? Pourquoi peut-être les acteurs économiques dans notre pays n'inspirent plus confiance? Et ils ont d'autant plus raison de le dire, c'est parce qu'ils sont à l'extérieur, ils sont fragiles. Ils n'ont pas peut-être de réseau fiable ici dans le pays pour pouvoir peut-être injecter les maigres moyens qu'ils ont là-bas. Si maintenant l'État dit, mais tiens, d'abord ils sont puissants financièrement, deux, ils sont influents politiquement, parce que quand même, qui finance la famille, l'ensemble de la dépense de la maison, peut également dire aux membres de la famille, orientez votre vote dans telle ou telle direction. Donc, quand un État voit ça, et voit cette puissance, la montée de cette puissance-là, elle tient compte donc de ce paramètre. Et je crois que la diaspora, son avantage, c'est 2 ou 3 fois. Le premier avantage qu'on peut tirer donc de la diaspora, c'est l'injection de capitaux. Le deuxième avantage, c'est que peut-être ils ont du vécu ailleurs, dans la construction et dans l'assainissement des quartiers à construire. Ils peuvent dire, mais éviter telle erreur, éviter tel plan architectural, éviter telle construction qui pourrait comprimer peut-être l'air et ruiner peut-être la chance d'aération donc des quartiers. Regardez dans le quartier dans lequel nous sommes, il y a 20 ans c'était un quartier agréable, le Point-E. Mais aujourd'hui, tout le monde élève des étages 9, 8, 10, 11, mais il n'y a plus d'air qui circule. Et ensuite peut-être on prive beaucoup de quartiers, notamment le Grand Dakar qui jouxte, peut-être aussi Amitié qui jouxte, on prive d'air justement ces trous-là. Or le plan architectural l'intimité est remise en cause parce qu'il y a des vis-à-vis. Et le plan architectural de l'époque a été faussé par des gens qui sont des acquéreurs de terrain invétérés et en même temps aussi qui construisent des gratte-ciel. Je me demande maintenant où est-ce qu'on va. Mais donc, si on dénature et on défigure, l'habitat serait un peu quelconque dans notre pays, alors que nous avions quand même un projet d'identifier peut-être une architecture à notre environnement culturel, et on avait donc des architectes très 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 bien attitrés à un moment donné, mais les mêmes sont ici. Si on veut peut-être aujourd'hui changer les figures, changer le visage, permettre peut-être à notre habitat d'être un habitat en adéquation avec notre mode de vie. Et le pouvoir d'achat surtout. Et le pouvoir d'achat. Oui, et le pouvoir d'achat. Mais ce que j'ai dit tantôt, si peut-être l'embellie économique est au rendez-vous, il y a possibilité pour permettre peut-être à l'État, d'abord, c'est l'État qui détient donc la propriété sur la propriété foncière, le domaine national. Donc l'État peut chaque année allouer des terres, des superficies à des populations en compte tenu de leur impact, compte tenu de leur puissance, compte tenu de leurs moyens, mais en même temps aussi des logiques. Parce que quand même, tous les Sénégalais ne peuvent pas être des locataires de maison. Des locataires, absolument. Il faut pas l'être. Et c'est même très dangereux. Il faut que peut-être au moins chaque Sénégalais soit doté d'un bien pour que lui-même puisse faire face à des retournements de situation dans la vie. Donc c'est un bien qu'on acquiert, qui se permet d'avoir un peu de stabilité, un peu de sérénité, et puis de voir venir l'avenir des enfants. C'est extrêmement important. Mais ici, quand on est locataire, un ami économiste disait que quand un père disparaît au Sénégal, c'est toute une famille qui est ruinée. Absolument. Parce que c'était le seul agent économique, c'était le seul détenteur d'un moyen, c'était le seul détenteur de l'initiative. Or, les parents eux-mêmes voudraient que quand même il y ait une relève à partir de leur propre progéniture, mais que si tout le Sénégal également se mettait dans cette dynamique qui est enclenchée à tous les niveaux, les filières se développent, les régions également émergent, il y a des polarités peut-être plus très viables, il y a des investissements qui arrivent parce que peut-être ils ont vu qu'il y a une dynamique économique au Sénégal, plus maintenant toute cette embellie qu'on nous annonce avec le pétrole et le gaz, si tout ça est géré judicieusement et exploité raisonnablement, à mon sens, il n'y a pas de raison que peut-être nous ne soyons pas dans le peloton des pays qui conduisent un peu les économies africaines. Et on dit aussi que nous ne pouvons pas de Dakar. Ça aussi, c'est un problème. Non, ça, ce n'est plus viable. Ce n'est plus viable pour 2 raisons. Les ruraux sont plus fiers aujourd'hui que jamais. Ils sont fiers de rester dans leur localité, dans leur terroir. Mais ils ne demandent que 2 choses. Que toutes les commodités pour que le bien-être soit installé dans le monde rural
Urbanisé. Ça, c'est un aspect. Mais aussi, il y a les urbains. Les urbains, parce qu'ils étouffent, on parlait de points tout à l'heure, parce qu'ils étouffent de plus en plus, ils cherchent le large. Quand vous voyez peut-être dans le pourtour de Mbour, qui va maintenant jusqu'à Sandiara, quand vous voyez Thiès maintenant, qui peut-être à la limite même est en train de saluer Khombol, et peut-être un clin d'œil aussi à Louga, Tivaouane. Vous voyez, il y a toute une extension peut-être de ces villes-là. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des urbains qui se ruralisent et il y a des ruraux qui s'enracinent. Alors, ça veut dire que la politique de l'État en matière de logement, Cheikh Hassana Fall, est un échec. 100 000 logements depuis 10 ans, c'est pas possible. Je ne dirais pas un échec. Hein. Oui, je ne dirais pas un échec. Oui. Parce qu'il y a la nouvelle ville dont le doyen parle. Il y a les Dubaïotes qui doivent être là, même pas Diamniadio, vers Mbour seulement. Ils doivent être là au courant de ce mois. Il y a déjà certains aussi qui ont reçu leur clé par rapport au projet 100 000 logements. Peut-être ce qu'il faut, c'est... Il y a une centaine. Oui. Il y a une centaine. Il y a par rapport aux 100 000... il y a une centaine qui ont déjà reçu clé en main. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être mieux travailler cette coopération qui doit exister entre les coopératives. Parce que moi, Cheikh Hassana, peut-être je ne pourrais pas personnellement aller voir le ministère lui dire j'ai besoin d'un terrain. Peut-être mieux travailler entre les coopératives et le ministère pour que la délivrance des terrains parcelles puisse se faire de manière très lisible, et comme ça les Sénégalais sauront où on va mettre notre argent. Ouais, parce que bon, am na benn paa bu ko doon wax nee na Sénégalais lu mu soxla bëriwul xiif lekk. Ah bon feebar faju guddi mu am. loolu mooy àdduna mais wax na dëgg et puis il y a aussi peut-être que le ministre de. On a 2 minutes pour parler aussi du CFA. Des constructions là. Abdoulaye Seydou Sow. Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, il est en tournée dans certains pays où il y a une forte concentration de diaspora sénégalaise. Peut-être que c'est dans ce sens. Ah, d'accord. Nous avons la chance peut-être d'avoir quelque chose à construire. Mais je te dis, la majorité des gens disent, ouais, gars, il est dans le saï. C'est 100 000 logements ici du pipeau. Mais bon, moi j'ai une liberté de ton, je peux parler au nom des gens, tu regardes. Voilà. Mais le franc CFA, de plus en plus, s'impose dans les pays anglophones. Monsieur Ndiaye, en 2 minutes, parce que là, il est 8h16. Quand on parle d'économie, on déborde. En 2 minutes, s'il vous plaît. C'est bon signe ou c'est un mauvais signe? C'est excellent signe. C'est un excellent signe. Non, c'est un étrange destin qui frappe à la porte du CFA. Voilà une devise, une monnaie, qui était presque déconsidérée, vilipendée, surtout par des pays qui aujourd'hui, dont les populations disent, mais tiens, nous, la vraie monnaie, la vraie devise, c'est le CFA. Et ça étonne tout le monde en ce moment, Al. Absolument. Les Ghanéens, les Nigérians, qui se ruent vers le CFA pour l'acquérir et en faire une devise. D'abord, il y a la rareté des autres devises, ça c'est un aspect. Et ensuite, peut-être leur propre monnaie se déprécie, c'est-à-dire le Naira et le Cedi se déprécient. Par conséquent, pour faire face maintenant aux assauts peut-être de l'inflation, ils disent que le seul recours, c'est le CFA. Mais ce sort qui est aujourd'hui réservé au CFA étonne même les économistes, parce que voilà des pays qui étaient au fronton pour peut-être vouloir la liquidation du CFA. Ils voulaient une monnaie africaine qui soit à l'image de l'Afrique. Ils voulaient une monnaie qui soit en rupture avec le système colonial. Et pour eux, le CFA était peut-être la devise qui reflétait le mieux la continuation donc de l'existence du colonialisme en Afrique. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit justement sur le CFA. Et voilà qu'aujourd'hui maintenant, toutes les populations confondues, tous les acteurs économiques confondus veulent détenir justement du CFA. Stable. Et ensuite, ils en font maintenant une devise. C'est une monnaie stable. Et elle devient une monnaie stable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Mais pour peut-être percer un peu le mystère, c'est parce que quand même toutes les transactions, quand elles veulent peut-être réussir, elles se font par le biais justement du CFA, qui est la monnaie garante. Donc le Naira a été déprécié, le Cedi a été déprécié, et ces deux pays pèsent pour 60% justement sur le PIB de l'Afrique de l'Ouest. Si bien donc, quand ces deux pays-là aujourd'hui vantent les mérites du franc CFA, je me demande ce que feraient peut-être les pays où le CFA circule allègrement. Mais c'est dire simplement que dans l'économie, il n'y a pas de vérité absolue. Toutes les vérités sont relatives. Absolument. Hier, quand le CFA peut-être été pourfendu, aujourd'hui, il y a des défenseurs. Et je crois qu'on devrait regarder de très près avant de prendre une position idéologique par rapport à la question de la monnaie. Parce que quand même, fondamentalement, c'est une question d'abord économique et financière. Si maintenant, on a réglé cet aspect-là en amont, on peut peut-être maintenant voir comment, sur le plan politique, amorcer donc des rapports nouveaux vis-à-vis justement d'une devise qui est vantée dans des pays anglophones.
D'accord, ouais, en fait, il faut dire aussi que les défenseurs du franc CFA, le temps leur a donné raison. Le tort leur a donné raison, sacré art. Hein? Le temps leur a donné raison. Mais ce qui est maintenant étonnant, et peut-être ont-elles raison ou non, les banques centrales de ces 3 pays-là, vous savez, notre banque centrale, elle est là, à Dakar, mais elle observe avec amusement donc, le comportement du CFA dans les pays comme le Nigeria et le Ghana. Absolument. La banque centrale ne dit rien, peut-être que bon, à la limite même, elle fait le dos rond. Mais la banque centrale du Nigeria, par rapport peut-être bon, à ce chahut du Naira, elle ne dit rien non plus. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, qui est un ami que je salue, mais maintenant qui est devenu donc l'empereur de Maïdougouri, et le gouverneur de la Banque centrale donc, du Ghana, non plus ne dit rien. Alors, ce silence-là, comment l'interpréter? Moi, je donne ma langue au chat. Ah merci Mamadou Ndiaye, c'était Economia. Nous avons parlé du problème des 100 000 logements, l'acquisition de logements par les Sénégalais, le modèle économique vraiment qui serait vraiment à l'avantage des Sénégalais. Nous allons effectivement parler aussi de l'injecte de la BNDE, la deuxième banque. Directeur, la BNDE qui a injecté 22 milliards, alors qu'il y a la Banque agricole, ça veut dire qu'ils vont effectivement jumeler leurs activités pour pouvoir financer la campagne agricole. Avec le franc CFA qui prend de plus en plus de galon. Je fais mon plaidoyer en direct. Oui, vis-à-vis du CFA qui est une monnaie vraiment facilement convertible. Alors oui, non, ça ne marche pas la politique de logement. Non. Les gars, assumez quoi? Directeur va nous chercher des terrains. Et oui, la politique. C'est une économie. Non, c'est une critique. D'accord, c'est une économie. D'accord. La politique de logement vue par le directeur Ndiaye marche. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a bien entendu le message. Oh oui. Il a bien entendu. Oui. Et voilà, nous saluons effectivement aussi. Ouais. La naissance de beaucoup de coopératives pour vraiment permettre aux Sénégalais d'avoir accès au logement. C'est mieux qu'il y a C'est important. Merci Mamadou Ndiaye. C'est moi. À la semaine prochaine. Cheikh Hassan Fall, tu restes avec nous. Voilà. Dans un instant, mesdames et messieurs, de la publicité après, Ligue 9 c'est retourné avec effectivement précédé de Ribari Wolof.